Bonjour Amir Abdou, Bonjour Karim. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le sélectionneur national des Comores et pour la première fois, vous allez disputer la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain au Cameroun. Vous avez 49 ans et vous êtes également, en plus des Comores, entraîneur de l'équipe de Nouadhibou en Mauritanie. On va revenir sur tout ça, mais d'abord, on va commencer avec votre parcours. Car oui, ça nous intéresse énormément votre parcours. Avant d'être entraîneur, vous avez été joueur, comme beaucoup d'entraîneurs, attaquant quand même miné malheureusement par les blessures tout au long de votre carrière. Quel souvenir gardez-vous de cette époque, de vous en tant que joueur, notamment les galères, la débrouillardise dans le monde du football? Écoutez, c'est pas des très bons souvenirs pour moi parce que j'aurais voulu être aussi un footballeur professionnel, mais malheureusement j'ai été vite arrêté. Pas mal de galères à ces périodes-là, basculer dans le monde d'amateurisme, voilà, faire des petits boulots à droite à gauche et essayer de survivre un petit peu par le football. Mais bon, après ça a été pour moi une expérience enrichissante puisque ça m'a fait grandir sur les années que j'ai vécues auparavant. Donc voilà, mais je ne garde pas un bon souvenir, quoi. Et en tout cas, je précise que vous avez été joueur dans le sud-ouest de la France, principalement d'abord à Marseille, puis dans le sud-ouest de la France pendant votre carrière. Mais très rapidement, vous avez cumulé les casquettes de joueur et d'éducateur, puis d'entraîneur. À l'époque, est-ce que ce destin de coach vous semblait écrit? Comme tout footballeur, on arrive à un moment donné, quand on n'arrive pas à trouver sa voie, on reste un petit peu dans le milieu amateur. Et puis ensuite, on essaye de trouver une autre voie. J'ai trouvé ma voie en tant qu'éducateur. Il était important pour moi de pouvoir pratiquer toutes les catégories, puisque l'objectif c'était d'arriver à une catégorie senior. J'ai pratiqué, je suis parti de l'école de football ou des U13, de la préfo, de la formation. Voilà, et cette expérience-là a été enrichissante et ça m'a permis de devenir ce que je suis là, et avec punacité et beaucoup d'envie d'aller de l'avant et réussir à devenir un petit peu de ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est une fierté pour moi, quoi. Là, vous avez commencé très jeune à être éducateur. À quel âge exactement? J'avais, juste après ma blessure, 22 ans, donc j'ai commencé à passer tous mes diplômes, essayer un petit peu d'expérimenter beaucoup de choses et voilà, c'est important parce qu'on se fixe chaque année des challenges et on essaie aussi de les avoir, et puis après on sait beaucoup que quand chez les jeunes, on n'a pas un gros problème au niveau de cette catégorie de jeunes, c'est plutôt la gestion, le management auprès des parents, parce que ça a été délicat aussi, parce que les parents sont toujours là en train de dire bon, comment ça se fait que mon enfant ne joue pas, alors que l'enfant ne va rien dire, quoi, entre guillemets, et c'est plutôt les parents qu'il faut gérer, et ça a été une belle expérience pour moi, parce que au fur et à mesure, le management m'a un petit peu développé, puisqu'on est arrivé après au niveau du monde senior après, quoi. Et justement, des plus jeunes aux plus grands, aux seniors, et vous êtes passé par plusieurs clubs dans le sud-ouest de la France, Bonencontre, Agen, Golfech. Il y a eu des montées, des réussites, et puis un exploit en Coupe de France. Vous avez battu Luznac, qui devait à l'époque monter en deuxième division française. C'était en 2013, et là, la fédération comorienne vous contacte. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oh, c'était en 2014, je crois. C'était fin 2013. J'ai eu un coup de téléphone de l'ancien manager, Benamir Saadi, qui m'avait appelé. Moi, au départ, je pensais que c'était un canular. Je devais me retrouver adjoint de Henri Stambouli. Et au final, Henri Stambouli n'avait pas pris l'équipe. Et le président m'a proposé de le rencontrer sur Paris. Je me suis déplacé, on a pas mal échangé. Je suis parti en décembre, je suis revenu en janvier. On avait échangé un petit peu sur le dossier et je me sentais pas, entre guillemets, de prendre cette équipe-là, parce que je débutais un petit peu à prendre une équipe première, parce que j'étais adjoint en CFA2 au SUA à l'époque. Et
il m'a fait confiance et donc j'ai accepté le poste et puis l'aventure a démarré en 2014, quoi. Vous avez accepté le poste de sélectionneur et en même temps, vous travaillez en tant que fonctionnaire municipal et puis donc vous étiez entraîneur également en club. Il y a eu tout un cumul. Comment vous avez jonglé entre tous ces jobs à l'époque? J'imagine que ça a dû être très très compliqué même au niveau de votre vie tout simplement. C'était horrible. Non, il fallait jongler. Après, comme je l'ai dit, c'était un travail où forcément, l'équipe nationale, quand j'ai pris l'équipe nationale, il a fallu recenser tous les joueurs. Et c'était un travail acharné dans le sens où il fallait répertorier tous les joueurs. On avait notre premier match au mois de mars, c'était un truc de fou, quoi. J'ai vécu des nuits blanches. Et plus le matin, il fallait que je me lève pour aller travailler, et plus le club le soir. Voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Après, il faut savoir aussi que j'étais payé à la mission, j'étais à la mission. J'avais pas de contrat. Voilà, je pense que ça devait être aussi avec les peu de moyens que la fédération elle pouvait avoir. Voilà, c'était un challenge que je me suis donné et puis je me suis dit pourquoi pas rentrer dans le milieu professionnel à cette époque-là. Et avec persévérance, on a réussi, quoi. Et c'est vrai que vous avez des périodes vraiment on va dire de down, on va dire, à cette époque-là, justement, quand vous cumulez tous ces jobs en même temps. Notamment parce que l'équipe nationale s'était arrêtée aussi pendant un an, notamment à ce moment-là. Oui, surtout, oui, parce que cette équipe nationale, elle était arrêtée. Elle était arrêtée quand je l'ai récupérée, elle avait un an en stand-by. Et quand vous récupérez une équipe comme ça, il a fallu faire un recensement de joueurs, d'expatriés, parce que notre premier match, on l'a joué au mois de mars contre le Burkina Faso. Il a fallu faire tout un recensement de ces joueurs-là. Il a fallu trouver des joueurs à droite à gauche pour faire un rassemblement et regrouper tous ces joueurs-là. Et ça a été très 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 compliqué. Et justement, on en vient à ce parcours à la tête des Comores. Vous l'avez un peu esquissé, mais quelles ont été vos priorités? Parce que c'est un chantier colossal. Vous avez parlé de convaincre les binationaux de faire le recensement. Justement, par quoi vous avez commencé finalement quand vous avez occupé ce poste de sélectionneur? Les fondations. Les fondations, c'est d'abord avoir des bases solides. C'était mon projet. Et forcément, surtout quand on vous annonce que vous jouez le Burkina Faso, qui était finaliste 2 ans en arrière ou 1 an en arrière, voilà, c'est que vous êtes 198e au classement FIFA, vous vous grattez un peu la tête, quoi, vous vous posez un peu des questions. Donc derrière, il a fallu mettre des bus, quoi. Donc on a essayé de structurer un petit peu cette équipe-là. En plus, on n'avait que 3 jours pour nous préparer. C'était très très court. Et puis ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé puisqu'on finit sur un résultat nul. Voilà, donc le pays avait explosé à l'époque, je m'en rappelle, et ça a été incroyable parce que le président de l'époque m'avait appelé. Le président de Turquie avait lancé un pari un petit peu, donc son pari a été réussi. Et il avait fait une espèce d'opération de séduction. Et donc là, la sélection est partie. Et puis on sait que l'amour du football là-bas au pays, elle est extraordinaire. Et les gens, ils se sont tous y attachés. Et tout le monde était fier de ce qu'on avait réalisé contre le Burkina Faso. Vous parlez de cet amour, justement, le président qui vous appelle, c'est complètement improbable même d'entendre ça. Improbable, j'étais dans le vestiaire, on me passe le téléphone, le président de la République. Voilà, j'étais un peu étonné parce que je n'avais pas toutes ces habitudes-là à l'époque. Donc voilà, ça s'est fait naturellement et on a su se construire et ce résultat-là nous a permis de relancer notre sélection. Justement, les Comores, c'est un autre monde finalement, même si vous êtes d'origine comorienne, c'est un autre monde au niveau footballistique, j'entends, lorsque vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui vous a le plus halluciné au niveau du fonctionnement de la sélection comorienne lors de vos premiers mois de mandat? Je peux vous donner une anecdote par exemple. Non, beaucoup de choses. Il n'y avait pas la notion de staff. Il a fallu se battre. Parce qu'on est toujours dans l'économie. Ils n'arrivent pas à comprendre à des moments où voilà, il faut un analyste, il faut un préparateur physique, il faut un entraîneur des gardiens, etc. Pourquoi? Parce que pour professionnaliser une sélection, c'est être à la hauteur aussi des joueurs. Parce que quand vous récupérez des joueurs professionnels, il faut que le joueur
ne voient pas de comparaison, quoi. Comparaison dans le sens où le joueur doit être dans une situation où il doit se sentir à l'aise, il sait que voilà, il va avoir un kiné qui va être à sa disposition, il va avoir un préparateur qui va lui faire de la réathlétisation. Voilà, il y a tous ces paramètres-là qui ont fait que moi ça m'avait étonné, il n'y avait quasiment rien. Donc au fur et à mesure, il a fallu expliquer les choses. Voilà, ça a été difficile. Ça a été très difficile, ça a été un combat, mais on a réussi et c'est pour ça que la sélection elle est arrivée où elle est maintenant, parce qu'on arrivait à se structurer, les efforts des uns et des autres, des batailles à avoir aussi, mais voilà, on a réussi à structurer, puis on arrivait à ces objectifs et grâce à ça, ben, on a réussi à avoir une qualification. Et dans ce contexte, justement, pour attirer les joueurs, les binationaux comme on les appelle, à tort ou à raison d'ailleurs, comme Ali Hamada qui était l'un des premiers, El Fardou, Shakir Aladur, etc. Quels ont été vos arguments pour les convaincre de monter à bord de cette aventure? Le projet, la garantie de beaucoup de choses. Quand je dis garantie administrative, garantie aussi logistique. Voilà, il fallait leur montrer qu'on veut passer notre cap. Mais on savait que la marche était très très haute pour nous. J'ai dit ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il va falloir travailler, cravacher ensemble et il va y avoir des hauts et des bas et on s'est tous serré les coudes, même à des périodes difficiles. On arrivait à des périodes où on s'est retrouvé je me rappelle une anecdote où je pense que c'était les qualifications contre l'Ouganda. À domicile, on prend un but à la 35e minute, on a un penalty à la 70e, on loupe le penalty et ça a été l'enfer pour nous en sortant du stade, quoi. Vous en balanciez des cailloux, rentrez chez vous, voilà, ça a été très très dur pour nous à vivre et forcément les joueurs ont pris peur. Voilà, et moi je leur ai dit voilà, il faudrait que vous attendiez à ces réactions-là. Mais il faut savoir que ce peuple-là est chaleureux. Il faut qu'on en ramène plus d'amour, quoi. Donc on s'est accroché et on arrive à certains résultats, quoi. Justement, les résultats, on en parle, ça a été en progression constante. Il y a eu ce nul contre le Ghana qui avait presque valeur de victoire à l'époque. Puis ensuite, la première victoire sur votre mandat en 2016 contre le Botswana. La campagne pour la CAN 2019 où ça avait été jusqu'au bout au Cameroun, notamment avec ce match qui aurait pu vous permettre d'accéder à votre première CAN. Tous ces moments-là, finalement, tous ces jalons, ça a été des moments forts pour donner de la crédibilité à votre projet avec les Comores. Bien sûr qu'il fallait s'appuyer sur des adversaires de renom parce que jouer le Ghana à la maison, faire un match nul, on a perdu de justesse là-bas. Après, bon, il y a des erreurs d'arbitrage aussi. Je vais pas les citer, mais il y a eu des erreurs d'arbitrage. Parce que forcément, contre le Ghana, on doit gagner 1-0 chez nous. C'était écrit et le but qu'on a marqué, il y était et tout le monde l'a vu. Même les commentateurs de BeIN étaient choqués que le but soit refusé. Et tous ces matchs-là nous ont permis de se construire et d'arriver à une véritable cohésion et dire voilà, on s'est dit voilà, on peut y arriver. Il manque de rien, on peut arriver. Il nous manque encore un peu d'expérience et l'expérience on va l'acquérir chaque année et forcément en jouant des matchs contre des calibres contre le Ghana, le Burkina, on est arrivé à s'émanciper. Et il faut savoir aussi parce que le football, on n'a pas un véritable football africain, on a un football européen, puisque quasiment les joueurs sont des binationaux, ont eu cette formation française à l'étranger. Et forcément, le football qu'on développe, il est complètement différent du football africain. Donc il a fallu s'adapter sur l'aspect athlétique. Voilà, on avait cette notion aussi déjà sur l'aspect tactique, puisqu'on avait déjà cette notion-là. Mais il a fallu aussi se jauger à cet aspect athlétique et jouer avec nos propres qualités. Voilà, où il faut savoir aussi que les Comoriens sont des petits gabarits, c'est beaucoup explosif. Et il a fallu changer notre jeu. Et forcément, on a un jeu de possession et plus de transition aussi. Et on est très explosif. Et c'est grâce à ce système entre guillemets qu'on a pu mettre en place qu'on a pu arriver à ces résultats.
Et je me souviens d'une de vos déclarations quand on s'était vu en 2019, peu après la CAN, où vous avez dit grosso modo, si Madagascar est allé à la CAN, pourquoi pas nous? À ce moment-là, vous sentiez qu'il y avait vraiment ce changement de cap possible et que, que les Comores pouvaient passer le cap pour aller à la Coupe d'Afrique? Bah oui, de toute façon, quand on est compétiteur, il faut toujours y croire. Forcément, ben, on a toujours envie d'aller au-delà. Et forcément, les joueurs, ben, le déclic, il a été fait il y a 2 ans de ça. Je me rappellerai toujours, où on sort d'une élimination contre le Togo et on fait un stage commando à Châteauroux et on joue la Guinée. La Guinée ici, on a complètement tout révolutionné. On s'est dit, voilà, c'est l'année ou jamais, quoi. Voilà, si on ne passe pas là, ça va être compliqué. Quasiment tous les joueurs sont arrivés à maturité. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, on se serre tous les coudes. Voilà, maintenant, on se remet tous en question. Là, maintenant, on devait jouer le Togo au mois d'octobre. On dit, maintenant, il faut y aller parce que on n'a plus le temps de tourner en rond, parce que l'équipe est arrivée à maturité. Quasiment les joueurs étaient un âge moyen entre 28 et 27 ans. Voilà, donc on est arrivé à prendre cette décision-là et puis ça nous a fait du bien ce stage. Et puis on a fait, je pense qu'on avait gagné 1-0 contre la Guinée. Et puis ça nous a lancé sur la campagne de la qualification de la CAN, quoi. Ça vous a lancé dans la campagne jusqu'à ce fameux 25 mars 2021. Et là, c'était le jour de la qualification historique, d'ailleurs contre le Togo. Également, après un nul 0-0, c'était un jour de fête nationale. On a vu la ferveur dans les rues de la Grande Comore, d'Anjouan, de Moëllier, de toutes les îles d'ailleurs. Et avec un peu de recul, quelles images retenez-vous de ce jour de folie incroyable aux Comores? Le peuple. Le peuple, quand j'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est un peuple formidable et amoureux du football et grand supporter de l'équipe nationale. Il faut savoir que quand l'équipe nationale arrive, met son pied sur l'île, le pays s'arrête, quoi. Et une semaine avant, les gens ils se mobilisent, ils savent qu'il y a le match de l'équipe nationale. Et les gens ont les yeux qui brillent de voir tous ces jours-là et de ce qu'on peut leur apporter en termes d'amour. Et forcément, nous, ça nous galvanise pour aller chercher des résultats. Parce que tous ces joueurs-là n'ont pas vécu, ils sont quasiment nés tous en France, quoi, ou en Europe. Et ils viennent chez eux, quand ils arrivent chez eux, voilà, c'est les parents, les grands-parents. Voilà, il y a cette fratrie qui est très importante. Et puis après, forcément, le groupe qu'on a aussi, voilà, on ne génère pas de véritables stars, quoi. On a des joueurs qui sont quasiment, ils ont tous des parcours atypiques. Et forcément, il y a une espèce de cohésion qu'il y a, et une fratrie qui fait que des résultats ils vont avec le cœur et aussi cette faculté aussi de compréhension, de mentalisation, dans le sens où voilà, le joueur se mentalise pour aller chercher des résultats et forcément c'est fort pour nous parce que ces résultats-là nous ont permis de vivre des bons moments et des grands moments avec le partage avec notre public et c'est une fierté, quoi. Vous parlez du cœur du public, on a l'impression que les Sélacantes, au-delà même du sport, que les Sélacantes soudent finalement les Comores. Les Comores, c'est un petit pays de l'océan Indien, je le précise, 850 000 habitants. Bon, on sait que c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, malheureusement. Parfois, il y a des rivalités entre les îles, Grande Comore, Anjouan, Moëllier, etc. Parfois, des tensions politiques. Est-ce que vous ressentez cette mission, finalement, qu'a l'équipe nationale, au-delà du sport? Ah, mais je ne vais pas rentrer dans la politique, c'est pas mon domaine. Après, moi, ce qui me plaît, c'est d'arriver à rassembler cet archipel. Mahorais, Anjouanais, Moëllien et la Grande Comore, c'est ça qui me plaît. Et malgré aussi qu'on peut dire que, voilà, bien entendu, c'est pas l'objectif de prendre, on prend quasiment les meilleurs joueurs, mais voir des Moëlliens, des Mahorais et des Anjouanais ou la Grande Comore se rassembler, voilà, c'est fédérateur pour nous. Et
Et ne serait-ce que, même pas parler de politique là, voilà, c'est rassembleur, quoi. En gros, c'est rassembleur pour nous, quoi. C'est la cohésion sociale qui est importante. C'est ça. Et maintenant, la CAN arrive. Quelle est votre ambition pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun? Déjà, c'est bien se préparer. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et l'ambition, c'est d'aller toujours au-delà. Toujours au-delà, on est des compétiteurs. Voilà, même on sait que la marche, elle va être haute pour nous. Mais il faut y croire. Il faut y croire. On ne va pas partir en victime. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas mon objectif. Voilà, on sait que le match le plus difficile qu'on va jouer, ça va être le premier match, les premières minutes, parce qu'il va y avoir la gestion d'émotions qu'il faudra gérer. Mais je pense qu'on est capable de faire beaucoup de choses, dans le mal ou dans le bien, mais on est capable de faire beaucoup de choses pour faire des exploits. Et des exploits, il faudra en faire, parce que le groupe C, qui a conclu le tirage au sort, il est le plus relevé avec le Maroc, le Gabon et le Ghana. Ouais. Comment faire pour exister au milieu de ces nations phares du football africain? Mais le problème, il est quand vous êtes dans le chapeau 4, c'est une évidence, quoi. Forcément, vous êtes tiré des gros. Donc forcément, mais là, vous avez vraiment eu 3 gros, quand même. Ouais, vous attendez, mais après, la pression, elle ne sera pas sur nous, hein. Elle sera sur ces adversaires-là. Comment ils vont pouvoir nous aborder? C'est la question qu'ils vont se poser. Comment ils vont pouvoir aborder les Comores? Et surtout que ces équipes-là, on les a déjà affrontées. Donc des équipes-là qu'on a déjà affrontées dans le passé où il y a eu des résultats qui ont été positifs pour nous, même s'il y a eu des résultats qui ont été négatifs, mais dans le sens où ils ont été contestés. Comme je l'ai dit, il y a eu l'arbitrage. Mais ces adversaires sont au courant. Voilà, ils vont jouer contre des Comores. Ils savent que les Comores, voilà, ils nous ont dérangés. Il va y avoir une méfiance. Mais c'est pour ça que je vous le dis. Toute la pression, elle sera sur ces équipes-là. Nous, on part avec 0 pression. C'est l'avantage. C'est ça. Et en regardant l'effectif des Comores, il n'y a pas de grandes stars, mais il y a des joueurs quand même professionnels, d'expérience. On pense à El Fardou notamment du côté de la Serbie, Youssouf Changama, Faïs Selemani qui brille du côté de la Belgique. Et il y a ce vécu collectif qui s'est construit au fur et à mesure des années également, un vécu collectif précieux. Le collectif, est-ce que c'est la base d'un potentiel exploit comme ce qu'a fait par exemple Madagascar en 2019 ou même le Bénin par exemple en 2019? C'est le collectif. On prend pour le collectif, on travaille pour le collectif. On a une équipe qui joue ensemble, qui attaque ensemble, qui défend ensemble. Et la différence est là, c'est qu'ils font tous les efforts. Et ils savent qu'une nation comme la nôtre, elle doit travailler 2 fois plus. 2 fois plus pour aller chercher le résultat. S'il y a un maillon qui sort de là, ben, ça va être compliqué. Il faut qu'on soit unis. Donc on l'a vu sur le dernier match, quand il nous est arrivé, le match officiel qu'on a joué contre l'Égypte. Voilà, on est parti un petit peu, c'est vrai qu'on sortait d'une qualification, on arrivait un petit peu décontracté, voilà, c'est une sonnette d'alarme. On l'a compris, les joueurs l'ont compris et on a compris qu'il ne faudra pas aborder les matchs comme ça parce qu'on n'a pas la force et la qualité pour aborder des matchs comme ça, dans cette posture-là. Il faut qu'on soit dans une posture où voilà, on doit être tous ensemble et que tous les joueurs doivent être tous concentrés pour aller chercher un résultat. Mais on ne peut pas avoir 2 ou 3 joueurs qui sont en train de déraper ou qui ne sont pas concernés par le projet de match. Voilà. Donc nous, ça a été quand même une sonnette d'alarme. Et forcément, ben, on a pris de l'expérience sur ce match-là et c'était un mal pour un bien pour nous. Dernière partie de cette interview avec quelques questions d'actualité justement sur la préparation de cette Coupe d'Afrique à l'automne. C'est pas évident parce que vous n'êtes pas qualifié pour les qualifications de la Coupe du Monde, donc il n'y a que des matchs amicaux. Ouais. En plus, ça a été un peu compliqué au niveau des stages. Comment ça se passe la préparation pour cette CAN? Ben, au mois de septembre, on a pu faire un tournoi triangulaire avec 2 nations africaines. Les Seychelles et le Burundi. Oui, le Burundi. Donc c'est une première chez nous parce que d'accueillir autant d'équipes chez nous, ça a été extraordinaire. D'ailleurs,
on remercie un petit peu l'État et la fédération, et le président qui est grand fan de football et qui est pour beaucoup pour ce développement, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et octobre, on a eu des petits soucis par rapport au rassemblement, ça ne s'est pas fait. Donc là, on va partir sur novembre. En théorie, on aura 2 matchs. Voilà, on est obligé que de se préparer que sur des matchs amicaux. Voilà, ça nous permet de faire une revue d'effectifs, de travailler un petit peu les automatismes. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on aurait voulu être dans les qualifications. Forcément, on est malheureux pour ça, mais voilà, ça nous permet de nous préparer. Et décembre aussi, puisque le rassemblement se fera, je pense, vers le 20 ou le 21 décembre, pour aller à la CAN après, pour préparer notre premier match le 10 janvier. Donc ça va arriver très vite. Très très vite, ouais. Et dernière question sur les binationaux, on en parle souvent, il y a ceux qui sont en sélection, mais il y a ceux qui ne sont pas encore en sélection, notamment Wesley Saïd qui joue à Lens, Zaïdou Youssouf à Saint-Etienne, il y a encore Mizan Maolida qui joue à Nice. Où en êtes-vous sur ces dossiers-là et pensez-vous qu'ils pourraient intégrer l'essai Lacante d'ici à la CAN? Je n'ai pas espoir. Je n'ai pas espoir parce que on les a approchés depuis un certain temps, on les a dragués, on les a rencontrés. Après, bon, je ne suis pas dans leur tête. Hein. Ils ont peut-être d'autres objectifs, d'autres ambitions, mais je n'ai pas espoir du tout, quoi. Je préfère travailler avec mon groupe que j'ai actuellement. Parce que justement, ils n'ont pas donné suite à votre drague, entre guillemets. Ouais, non, parce que forcément, ils n'ont pas une motivation pour jouer pour les Comores. Voilà, donc ils ont d'autres préoccupations. Et puis bon, après, moi je respecte leur choix. Voilà, on va pas aller les harceler. Voilà, après, une sélection et jouer pour une nation, ça vient tout naturellement. Voilà, nous, on sait d'où on vient. On sait que la plupart des joueurs sont nés en Europe. Voilà, ils vont jouer pour leur famille. Et voilà, ce sont des orientations que les joueurs que j'ai actuellement ont pris. Et puis je suis très content. Après, bon, peut-être ça aurait fait un plus en termes footballistiques et puis sur le plan aussi technique. Mais bon, voilà, donc ils ont pris notre direction.